Chapitre I de Les Forceurs de Blocus. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zeko à Tournai en Belgique durant octobre 2014. Les Forceurs de Blocus de Jules Verne. Chapitre I. Le Delphin. Le premier fleuve dont les eaux écumèrent sous les roues d'un bateau à vapeur fut la Clyde. C'était en 1812. Ce bateau se nommait la Comète et il faisait un service régulier entre Glasgow et Greenock avec une vitesse de 6 milles à l'heure. Depuis cette époque, plus d'1 million de steamers ou de pocket-boats ont remonté ou descendu le courant de la rivière écossaise et les habitants de la grande cité commerçante doivent être singulièrement familiarisés avec les prodiges de la navigation à vapeur. Cependant, le 3 décembre 1862, une foule énorme, composée d'armateurs, de négociants, de manufacturiers, d'ouvriers, de marins, de femmes, d'enfants, encombrait les rues boueuses de Glasgow et se dirigeait vers Kelvin Dock, vaste établissement de construction navale, appartenant à Mr. Stodd et MacGregor. Ce dernier nom prouve surabondamment que les fameux descendants des Highlanders sont devenus industriels, et que de tous ces vassaux des vieux clans, ils ont fait des ouvriers d'usine. Kelvin Dock est situé à quelques minutes de la ville, sur la rive droite de la Clyde. Bientôt ces immenses chantiers furent envahis par les curieux. Pas un bout de quai, pas un mur de wharf, pas un toit de magasin qui offrit une place inoccupée. La rivière elle-même était sillonnée d'embarcations. Et, sur la rive gauche, les hauteurs de Govan fourmillaient de spectateurs. Il ne s'agissait pas, cependant, d'une cérémonie extraordinaire, mais tout simplement de la mise à flot d'un navire. Le public de Glasgow ne pouvait manquer d'être fort blasé sur les incidents d'une pareille opération. Le Delphin, c'était le nom du bâtiment construit par Mr. Stodd et MacGregor. Offrait-il donc quelques particularités? Non, à vrai dire. C'était un grand navire de 1500 tonneaux, en tôle d'acier, et dans lequel tout avait été combiné pour obtenir une marche supérieure. Sa machine, sortie des ateliers de Lancefield Forge, était à haute pression et possédait une force effective de 500 chevaux. Elle mettait en mouvement 2 hélices jumelles, situées de chaque côté de l'étambot, dans les parties fines de l'arrière, et complètement indépendantes l'une de l'autre. Application toute nouvelle du système de Mr. Dudgeon de Millwall, qui donne une grande vitesse aux navires et leur permet d'évoluer dans un cercle excessivement restreint. Quant au tirant d'eau du Delphin, il devait être peu considérable. Les connaisseurs ne s'y trompaient pas, et ils en concluaient avec raison que ce navire était destiné à fréquenter les passes d'une moyenne profondeur. Mais enfin, toutes ces particularités ne pouvaient justifier en aucune façon l'empressement public. En somme, le Delphin n'avait rien de plus, rien de moins qu'un autre navire. Son lancement présentait-il donc quelques difficultés mécaniques à surmonter? Pas davantage. La Clyde avait déjà reçu dans ses eaux maints bâtiments d'un tonnage plus considérable, et la mise à flot du Delphin devait s'opérer de la façon la plus ordinaire. En effet, quand la mer fut étale, au moment où le jusant se faisait sentir, les manœuvres commencèrent. Les coups de maillet retentirent avec un ensemble parfait sur les coins destinés à soulever la quille du navire. Bientôt un tressaillement courut dans toute la massive construction. Si peu qu'elle eût été soulevée, on sentit qu'elle s'ébranlait. Le glissement se détermina, s'accéléra, et en quelques instants, le Delphin, abandonnant la cale soigneusement suiffée, se plongea dans la Clyde au milieu d'épaisses volutes de vapeur blanche. Son arrière buta contre le fond de vase de la rivière, puis il se releva sur le dos d'une vague géante, et le magnifique steamer, emporté par son élan, aurait été se briser sur les quais des chantiers de Govan
Si toutes ces ancres, mouillant à la fois avec un bruit formidable, n'eussent enrayé sa course. Le lancement avait parfaitement réussi. Le Delphin se balançait tranquillement sur les eaux de la Clyde. Tous les spectateurs battirent des mains quand il prit possession de son élément naturel, et des hurrahs immenses s'élevèrent sur les deux rives. Mais pourquoi ces cris et ces applaudissements? Sans doute les plus passionnés des spectateurs auraient été fort empêchés d'expliquer leur enthousiasme. D'où venait donc l'intérêt tout particulier excité par ce navire? Du mystère qui couvrait sa destination, tout simplement. On ne savait à quel genre de commerce il allait se livrer, et en interrogeant les divers groupes de curieux, on se fut étonné à bon droit de la diversité des opinions émises sur ce grave sujet. Cependant, les mieux informés, ou ceux qui se prétendaient tels, s'accordaient à reconnaître que ce steamer allait jouer un rôle dans cette guerre terrible qui décimait alors les États-Unis d'Amérique. Mais ils n'en savaient pas davantage, et si le Delphin était un corsaire, un transport, un navire confédéré ou un bâtiment de la marine fédérale, c'est ce que personne n'aurait pu dire. Hurrah! S'écriait l'un, affirmant que le Delphin était construit pour le compte des États du Sud. Hip hip hip! Criait l'autre, jurant que jamais plus rapide bâtiment n'aurait croisé sur les côtes américaines. Donc, c'était l'inconnu, et pour savoir exactement à quoi s'en tenir, il aurait fallu être l'associé, ou tout au moins l'intime ami de Vincent Playfair et compagnie de Glasgow. Riche, puissante et intelligente maison de commerce que celle dont la raison sociale était Vincent Playfair et compagnie. Vieille et honorée famille descendant de ces Lords Tobacco qui bâtirent les plus beaux quartiers de la ville. Ces habiles négociants, à la suite de l'acte de l'Union, avaient fondé les premiers comptoirs de Glasgow en trafiquant des tabacs de la Virginie et du Maryland. D'immenses fortunes se firent. Un nouveau centre de commerce était créé. Bientôt Glasgow se fit industrielle et manufacturière. Les filatures et les fonderies s'élevèrent de toutes parts, et en quelques années, la prospérité de la ville fut portée au plus haut point. La maison Playfair demeura fidèle à l'esprit entreprenant de ses ancêtres. Elle se lança dans les opérations les plus hardies et soutint l'honneur du commerce anglais. Son chef actuel, Vincent Playfair, homme de 50 ans, d'un tempérament essentiellement pratique et positif, bien qu'audacieux, était un armateur pur sang. Rien ne le touchait en dehors des questions commerciales, pas même le côté politique des transactions, d'ailleurs parfaitement honnête et loyal. Cependant, cette idée d'avoir construit et armé le Delphin, il ne pouvait la revendiquer. Elle appartenait en propre à James Playfair, son neveu, un beau garçon de 30 ans, et le plus hardi skipper de la marine marchande du Royaume-Uni. C'était un jour à Tontine Coffee Room, sous les arcades de la salle de ville, que James Playfair, après avoir lu avec rage les journaux américains, fit part à son oncle d'un projet très aventureux. « Oncle Vincent, » lui dit-il à brûle-pourpoint, « il y a 2 millions à gagner en moins d'un mois. »« Et que risque-t-on » demanda l'oncle Vincent. « Un navire et une cargaison. Pas autre chose ?»« Si, la peau de l'équipage et du capitaine. Mais cela ne compte pas. »« Voyons voir, » dit l'oncle Vincent, qui affectionnait ce pléonasme. « C'est tout vu, » reprit James Playfair. « Vous avez lu la Tribune, le New York Herald, le Times, l'Inquirer de Richmond, l'American Review. 20 fois, neveu James. Vous croyez comme moi que la guerre des États-Unis durera longtemps encore? Très longtemps. Vous savez combien cette lutte met en souffrance les intérêts de l'Angleterre, et particulièrement ceux de Glasgow? Et plus spécialement encore ceux de la maison Playfair et compagnie, répondit l'oncle Vincent. Surtout cela, répliqua le jeune capitaine. Je m'en afflige tous les jours, James, et je n'envisage pas sans terreur les désastres commerciaux que cette guerre peut entraîner. Non que la maison Playfair ne soit solide, neveu, mais elle a des correspondants qui peuvent manquer. Oh, ces Américains, qu'ils soient esclavagistes ou abolitionnistes, je les donne tous au diable. Si au point de vue des grands principes d'humanité, toujours et partout supérieurs aux intérêts personnels, Vincent Playfair avait tort de parler ainsi,
Il avait raison à ne considérer que le point de vue purement commercial. La plus importante matière de l'exportation américaine manquait sur la place de Glasgow, la famine du coton, pour employer l'énergique expression anglaise, devenait de jour en jour plus menaçante. Des milliers d'ouvriers se voyaient réduits à vivre de la charité publique. Glasgow possédait 25 000 métiers mécaniques qui, avant la guerre des États-Unis, produisaient 625 000 mètres de coton filé par jour, c'est-à-dire 50 millions de livres par an. Par ce chiffre, que l'on juge des perturbations apportées dans le mouvement industriel de la ville quand la matière textile vint à manquer presque absolument. Les faillites éclataient à chaque heure. Les suspensions de travaux se produisaient dans toutes les usines. Les ouvriers mouraient de faim. C'était le spectacle de cette immense misère qui avait donné à James Playfair l'idée de son hardi projet. « J'irai chercher du coton, dit-il, et j'en rapporterai coûte que coûte. » Mais comme il était aussi négociant que l'oncle Vincent, il résolut de procéder par voie d'échange et de proposer l'opération sous la forme d'une affaire commerciale. « Oncle Vincent, dit-il, voilà mon idée. »« Voyons voir, James. »« C'est bien simple. Nous allons faire construire un navire d'une marche supérieure et d'une grande capacité. C'est possible, cela. Nous le chargerons de munitions de guerre, de vivres et d'habillements. Cela se trouve. Je prendrai le commandement de ce steamer. Je défierai à la course tous les navires de la marine fédérale. Je forcerai le blocus de l'un des ports du Sud. Tu vendras cher la cargaison aux confédérés, qui en ont besoin, dit l'oncle. Et je reviendrai chargé de coton, qu'ils te donneront pour rien. Comme vous dites, oncle Vincent. Cela va-t-il? Cela va, mais passeras-tu? Je passerai, si j'ai un bon navire. On t'en fera un tout exprès, mais l'équipage. Oh, je le trouverai. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'hommes. De quoi manœuvrer, et voilà tout. Il ne s'agit pas de se battre avec les fédéraux, mais de les distancer. On les distancera, répondit l'oncle Vincent d'une façon péremptoire. Maintenant, dis-moi, James, sur quel point de la côte américaine comptes-tu te diriger? Jusqu'ici, l'oncle, quelques navires ont déjà forcé les blocus de la Nouvelle-Orléans, de Wilmington et de Savannah. Moi, je songe à entrer tout droit à Charleston. Aucun bâtiment anglais n'a encore pu pénétrer dans ces passes, si ce n'est la Bermuda. Je ferai comme elle, et si mon navire tire peu d'eau, j'irai là où les bâtiments fédéraux ne pourront pas me suivre. Le fait est, dit l'oncle Vincent, que Charleston regorge de coton. On le brûle pour s'en débarrasser. Oui, répondit James. De plus, la ville est presque investie. Beauregard est à court de munitions. Il me paiera ma cargaison à prix d'or. Bien, neveu. Et quand veux-tu partir? Dans 6 mois. Il me faut des nuits longues, des nuits d'hiver, pour passer plus facilement. On t'en fera, neveu. C'est dit, l'oncle? C'est dit. Motus? Motus. Et voilà comment, 5 mois plus tard, le steamer, le Delphin, était lancé des chantiers de Kelvin Dock. Et pourquoi personne ne connaissait sa véritable destination. Fin du chapitre 1 de Les Forceurs de Blocus par Jules Verne. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant octobre 2014. Chapitre 2 de Les Forceurs de Blocus. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant octobre 2014. Les Forceurs de Blocus de Jules Verne, chapitre 2. L'appareillage. L'armement du Delphin marcha rapidement. Son gréement était prêt. Il n'y eut plus qu'à l'ajuster. Le Delphin portait 3 mâts de goélette, luxe à peu près inutile. En effet, il ne comptait pas sur le vent pour échapper aux croiseurs fédéraux, mais bien sur la puissante machine renfermée dans ses flancs. Et il avait raison. Vers la fin de décembre, le Delphin alla faire ses essais dans le golfe de la Clyde.
Qui fut le plus satisfait du constructeur ou du capitaine? Il est impossible de le dire. Le nouveau steamer filait merveilleusement et le patent log accusa une vitesse de 17 milles à l'heure, vitesse que n'avait jamais obtenue navire anglais, français ou américain. Certes, le Delphin, dans une lutte avec les bâtiments les plus rapides, aurait gagné de plusieurs longueurs dans un match maritime. Le 25 décembre, le chargement fut commencé. Le steamer vint se ranger au Steamboat Quay, un peu au-dessous de Glasgow Bridge, le dernier pont qui enjambe la Clyde avant son embouchure. Là, de vastes wharfs contenaient un immense approvisionnement d'habillements, d'armes et de munitions, qui passa rapidement dans la cale du Delphin. La nature de cette cargaison trahissait la mystérieuse destination du navire, et la maison Playfair ne put garder plus longtemps son secret. D'ailleurs, le Delphin ne devait pas tarder à prendre la mer. Aucun croiseur américain n'avait été signalé dans les eaux anglaises. Et puis, quand il s'était agi de former l'équipage, comment garder un long silence? On ne pouvait embarquer des hommes sans leur apprendre leur destination. Après tout, on allait risquer sa peau, et quand on va risquer sa peau, on aime assez à savoir comment et pourquoi. Cependant, cette perspective n'arrêta personne. La paix était belle, et chacun avait une part dans l'opération. Aussi les marins se présentèrent-ils en grand nombre, et des meilleurs. James Playfair n'eut que l'embarras du choix, mais il choisit bien, et au bout de 24 heures, ses rôles d'équipage portaient 30 noms de matelots qui eussent fait honneur au yacht de sa très gracieuse majesté. Le départ fut fixé au 3 janvier. Le 31 décembre, le Delphin était prêt, sa cale regorgeait de munitions et de vivres, ses soutes de charbon. Rien ne le retenait plus. Le 2 janvier, le skipper se trouvait à bord, promenant sur son navire le dernier coup d'œil du capitaine, quand un homme se présenta à la coupée du Delphin et demanda à parler à James Playfair. Un des matelots le conduisit sur la dunette. C'était un solide gaillard à larges épaules, à figure rougeaude, et dont l'air niais cachait mal un certain fond de finesse et de gaieté. Il ne semblait pas être au courant des usages maritimes, et regardait autour de lui comme un homme peu habitué à fréquenter le pont d'un navire. Cependant, il se donnait des façons de loup de mer, regardant le gréement du Delphin, et se dandinant à la manière des matelots. Lorsqu'il fut arrivé en présence du capitaine, il le regarda fixement et lui dit: « Le capitaine James Playfair? »« C'est moi, » répondit le skipper. « Qu'est-ce que tu me veux? »« M'embarquer à votre bord. »« Il n'y a plus de place. L'équipage est au complet. »« Oh, un homme de plus ne vous embarrassera pas, au contraire. »« Tu crois? » dit James Playfair, en regardant son interlocuteur dans le blanc des yeux. « J'en suis sûr, » répondit le matelot. « Mais qui es-tu? » demanda le capitaine. « Un rude marin, j'en réponds. Un gaillard solide et un luron déterminé. Deux bras vigoureux comme ceux que j'ai l'honneur de vous proposer ne sont point à dédaigner à bord d'un navire. Mais il y a d'autres bâtiments que le Delphin et d'autres capitaines que James Playfair. Pourquoi viens-tu ici? Parce que c'est à bord du Delphin que je veux servir, et sous les ordres du capitaine James Playfair. Je n'ai pas besoin de toi. On a toujours besoin d'un homme vigoureux. Et si pour vous prouver ma force, vous voulez m'essayer avec 3 ou 4 des plus solides gaillards de votre équipage, je suis prêt. Comme tu y vas, répondit James Playfair. Et comment te nommes-tu? Crockston, pour vous servir. Le capitaine fit quelques pas en arrière, afin de mieux examiner cet Hercule qui se présentait à lui d'une façon aussi carrée. La tournure, la taille, l'aspect du matelot ne démentaient point ses prétentions à la vigueur. On sentait qu'il devait être d'une force peu commune, et qu'il n'avait pas froid aux yeux. « Où as-tu navigué? » lui demanda Playfair. « Un peu partout. Et tu sais ce que le Delphin va faire là-bas? »« Oui, et c'est ce qui me tente. »« Eh bien, Dieu me damne si je laisse échapper un gaillard de ta trempe. Va trouver le second, Mr. Matthew, et fais-toi inscrire. » Après avoir prononcé ces paroles, James Playfair s'attendait à voir son homme tourner les talons et courir à l'avant du navire, mais il se trompait. Crockston ne bougea pas.
Eh bien, m'as-tu entendu? Demanda le capitaine. Oui, Répondit le matelot. mais ce n'est pas tout. J'ai encore quelque chose à vous proposer. Ah, tu m'ennuies, répondit brusquement James. Je n'ai pas de temps à perdre en conversation. Je ne vous ennuierai pas longtemps, Reprit Crockston. 2 mots encore et c'est tout. Je vais vous dire, j'ai un neveu. Il a un joli oncle, ce neveu-là, répondit James Playfair. Hé hé. Fit Crockston. En finiras-tu? Demanda le capitaine avec une forte impatience. Eh bien voilà la chose. Quand on prend l'oncle, on s'arrange du neveu par-dessus le marché. Ah, vraiment? Oui, c'est l'habitude. L'un ne va pas sans l'autre. Et qu'est-ce que c'est que ton neveu? Un garçon de 15 ans, un novice auquel j'apprends le métier. C'est plein de bonne volonté, et ça fera un solide marin un jour. Ah ça, maître Crockston, s'écria James Playfair. Est-ce que tu prends le Delphin pour une école de mousse? Ne disons pas de mal des mousses, Répartit le marin. il y en a un qui est devenu l'amiral Nelson, et un autre l'amiral Franklin. Eh, parbleu, l'ami, répondit James Playfair. Tu as une manière de parler qui me va. Amène ton neveu. Mais si je ne trouve pas dans son oncle le gaillard solide que tu prétends être, l'oncle aura affaire à moi. Va, et sois revenu dans 1 heure. Crockston ne se le fit pas dire 2 fois. Il salua assez gauchement le capitaine du Delphin et regagna le quai. 1 heure après, il était de retour à bord avec son neveu, un garçon de 14 à 15 ans, un peu frêle, un peu malingre, avec un air timide et étonné, et qui n'annonçait pas devoir tenir de son oncle pour l'aplomb moral et les qualités vigoureuses du corps. Crockston même était obligé de l'exciter par quelques bonnes paroles d'encouragement. Allons, disait-il, hardi là, on ne nous mangera pas, que diable. D'ailleurs, il est encore temps de s'en aller. Non, non, répondit le jeune homme, et que Dieu nous protège. Le jour même, le matelot Crockston et le novice John Stiggs étaient inscrits sur le rôle d'équipage du Delphin. Le lendemain matin, à 5 heures, les feux du steamer furent activement poussés, le pont tremblotait sous les vibrations de la chaudière, et la vapeur s'échappait en sifflant par les soupapes. L'heure du départ était arrivée. Une foule assez considérable se pressait, malgré l'heure matinale, sur les quais et sur Glasgow Bridge. On venait saluer une dernière fois le Hardy Steamer. Vincent Playfair était là pour embrasser le capitaine James, mais il se conduisit en cette circonstance comme un vieux Romain du bon temps. Il eut une contenance héroïque, et les 2 gros baisers dont il gratifia son neveu étaient l'indice d'une âme vigoureuse. Va, James, dit-il au jeune capitaine, va vite et reviens plus vite encore. Surtout n'oublie pas d'abuser de la position. Vends cher, achète bon marché et tu auras l'estime de ton oncle. Sur cette recommandation, empruntée au manuel du parfait négociant, l'oncle et le neveu se séparèrent et tous les visiteurs quittèrent le bord. En ce moment, Crockston et John Stiggs se tenaient l'un près de l'autre sur le gaillard d'avant. Et le premier disait au second: Ça va bien, ça va bien. Avant 2 heures, nous serons en mer. Et j'ai bonne idée d'un voyage qui commence de cette façon-là. Pour toute réponse, le novice serra la main de Crockston. James Playfair donnait alors ses derniers ordres pour le départ. Nous avons de la pression, demanda-t-il à son second. Oui, capitaine, répondit Mr. Mathew. Eh bien, larguez les amarres. La manœuvre fut immédiatement exécutée. Les hélices se mirent en mouvement. Le Delphin s'ébranla, passa entre les navires du port, et disparut bientôt aux yeux de la foule qui le saluait de ses derniers hurrahs. La descente de la Clyde s'opéra facilement. On peut dire que cette rivière a été faite de main d'homme, et même de main de maître. Depuis 60 ans, grâce aux dragues et à un curage incessant, elle a gagné 15 pieds en profondeur, et sa largeur a été triplée entre les quais de la ville. Bientôt la forêt des mâts et des cheminées se perdit dans la fumée et le brouillard. Le bruit des marteaux des fonderies et de la hache des chantiers de construction s'éteignit dans l'éloignement. À la hauteur du village de Partick, les maisons de campagne, les villas, les habitations de plaisance succédèrent aux usines. Le Delphin, modérant l'énergie de sa vapeur, évoluait entre les digues qui contiennent la rivière en contre-haut des rives et souvent au milieu de passes fort étroites.
inconvénient de peu d'importance pour une rivière navigable. En effet, mieux vaut la profondeur que la largeur. Le steamer, guidé par un de ces excellents pilotes de la mer d'Irlande, filait sans hésitation entre les bouées flottantes, les colonnes de pierre et de biggins surmontés de fanaux qui marquent le chenal. Il dépassa bientôt le bourg de Renfrew. La Clyde s'élargit alors au pied des collines de Kilpatrick et devant la baie de Bowling, au fond de laquelle s'ouvre l'embouchure du canal qui réunit Édimbourg à Glasgow. Enfin, à 400 pieds dans les airs, le château de Dumbarton dressa sa silhouette à peine estompée dans la brume. Et bientôt, sur la rive gauche, les navires du port de Glasgow dansèrent sous l'action des vagues du Delphin. Quelques milles plus loin, Greenock, la patrie de James Watt, fut dépassée. Le Delphin se trouvait alors à l'embouchure de la Clyde et à l'entrée du golfe par lequel elle verse ses eaux dans le canal du Nord. Là, il sentit les premières ondulations de la mer et il rangea les côtes pittoresques de l'île d'Arran. Enfin, le promontoire de Kintyre, qui se jette au travers du canal, fut doublé. On eut connaissance de l'île Rathlin. Le pilote regagna dans sa chaloupe son petit cutter qui croisait au large. Le Delphin, rendu à l'autorité de son capitaine, prit par le nord de l'Irlande une route moins fréquentée des navires. Et bientôt, ayant perdu de vue les dernières terres européennes, il se trouva seul en plein océan. Fin du chapitre 2 de Les Forceurs de Blocus par Jules Verne. Enregistré par Zécou à tourner en Belgique durant octobre 2014. Chapitre 3 Les Forceurs de Blocus. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à tourner en Belgique durant octobre 2014. Les Forceurs de Blocus de Jules Verne, chapitre 3 En mer. Le Delphin avait un bon équipage, non pas des matelots de combat, des matelots d'abordage, mais des hommes manœuvrant bien. Il ne lui en fallait pas plus. Ces gaillards-là étaient tous des gens déterminés, mais tous plus ou moins négociants. Ils couraient après la fortune, non après la gloire. Ils n'avaient point de pavillon à montrer, point de couleurs à appuyer d'un coup de canon, et d'ailleurs, toute l'artillerie du bord consistait en 2 petits pierriers propres seulement à faire des signaux. Le Delphin filait rapidement. Il répondait aux espérances des constructeurs et du capitaine, et bientôt il eut dépassé la limite des eaux britanniques. Du reste, pas un navire en vue. La grande route de l'océan était libre. D'ailleurs, nul bâtiment de la marine fédérale n'avait le droit de l'attaquer sous pavillon anglais. Le suivre, bien. L'empêcher de forcer la ligne des blocus, rien de mieux. Aussi James Playfair avait-il tout sacrifié à la vitesse de son navire, précisément pour n'être pas suivi. Quoi qu'il en soit, on faisait bonne garde à bord. Malgré le froid, un homme se tenait toujours dans la mâture, prêt à signaler la moindre voile à l'horizon. Lorsque le soir arriva, le capitaine James fit les recommandations les plus précises à Mr. Mathew. « Ne laissez pas trop longtemps vos vigies dans les bars, » lui dit-il. « Le froid peut les saisir, et on ne fait pas bonne garde dans ces conditions. Relevez souvent vos hommes. »« C'est entendu, capitaine, » répondit Mr. Mathew. « Je vous recommande Crockston pour ce service. Le gaillard prétend avoir une vue excellente. Il faut le mettre à l'épreuve. Comprenez-le dans le quart du matin. Il surveillera les brumes matinales. S'il survient quelque chose de nouveau, que l'on me prévienne. » James Playfair, cela dit, gagna sa cabine. Mr. Mathew fit venir Crockston et lui transmit les ordres du capitaine. « Demain à 6 heures, lui dit-il, tu te rendras à ton poste d'observation dans les barres de misaine. » Crockston poussa en guise de réponse un grognement des plus affirmatifs. Mais Mr. Mathew n'avait pas le dos tourné, que le marin murmura bon nombre de paroles incompréhensibles, et finit par s'écrier. « Que diable veut-il dire avec ces barres de misaine ?» En ce moment, son neveu, John Stiggs,
vint le rejoindre sur le gaillard d'avant. Eh bien, mon brave Crockston, lui dit-il. Eh bien, cela va, Répondit le marin avec un sourire forcé. Il n'y a qu'une chose. Ce diable de bateau secoue ses puces comme un chien qui sort de la rivière, si bien que j'ai le cœur un peu brouillé. Pauvre ami, dit le novice en regardant Crockston avec un vif sentiment de reconnaissance. Et quand je pense, reprit le marin, qu'à mon âge, je me permets d'avoir le mal de mer. Quelle femmelette je suis! Mais ça se fera, ça se fera. Il y a bien aussi les barres de misaine qui me tracassent. Cher Crockston, et c'est pour moi? Pour vous et pour lui, répondit Crockston. Mais pas un mot là-dessus, John. Ayons confiance en Dieu. Il ne vous abandonnera pas. Sur ces mots, John Stiggs et Crockston regagnèrent le poste des matelots. Et le marin ne s'endormit pas avant d'avoir vu le jeune novice tranquillement couché dans l'étroite cabine qui lui était réservée. Le lendemain, à 6 heures, Crockston se leva pour aller prendre son poste. Il monta sur le pont, et le second lui donna l'ordre de monter dans la mâture et d'y faire bonne garde. Le marin, à ces paroles, parut un peu indécis, puis prenant son parti, il se dirigea vers l'arrière du Delphin. « Eh bien, où vas-tu donc ?» cria Mr. Mathew. « Où vous m'envoyez ?» répondit Crockston. « Je te dis d'aller dans les barres de misaine. »« Et j'y vais. » répondit le matelot d'un ton imperturbable et en continuant de se diriger vers la dunette. « Te moques-tu ?» reprit Mr. Mathew avec impatience. « Tu vas chercher les barres de misaine sur le mât d'Artimon. Tu m'as l'air d'un cockney qui s'entend peu à tresser une garcette ou à faire une épissure. À bord de quel gabar as-tu donc navigué, l'ami ? Au mât de misaine, imbécile, au mât de misaine !» Les matelots de bordée, accourus aux paroles du second, ne purent retenir un immense éclat de rire en voyant l'air déconcerté de Crockston, qui revenait vers le gaillard d'avant. « Comme ça !» dit-il en considérant le mât, dont l'extrémité absolument invisible se perdait dans les brouillards du matin. « Comme ça ! Il faut que je grimpe là-haut ?» ?»« Oui !» répondit Mr. Mathew. « Et dépêche-toi ! Par Saint Patrick, un navire fédéral aurait le temps d'engager son beau prêt dans notre gréement avant que ce fainéant fût arrivé à son poste. Iras-tu à la fin ?» Crockston, sans mot dire, se hissa péniblement sur le bastingage. Puis il commença à gravir les enfléchures avec une insigne maladresse, et un homme qui ne savait se servir ni de ses pieds ni de ses mains. Puis, arrivé à la hune de misaine, au lieu de s'y élancer légèrement, il demeura immobile, se cramponnant aux agrès avec l'énergie d'un homme pris de vertige. Mr. Mathew, stupéfait de tant de gaucherie, et se sentant gagné par la colère, lui commanda de descendre à l'instant sur le pont. « Ce garçon-là, dit-il au maître d'équipage, n'a jamais été matelot de sa vie. Johnston, allez donc voir un peu ce qu'il a dans son sac. » Le maître d'équipage gagna rapidement le poste des matelots. Pendant ce temps, Crockston redescendait péniblement, mais le pied lui ayant manqué, il se raccrocha à une manœuvre courante, qui fila par le bout, et il tomba assez rudement sur le pont. « Maladroit, double brute, marin d'eau douce !» s'écria Mr. Mathew en guise de consolation. « Qu'es-tu venu faire à bord du Delphin ? Oh, tu t'es donné pour un solide marin, tu ne sais pas seulement distinguer le mât d'Artimon du mât de misaine. Eh bien, nous allons causer un peu. » Crockston ne répondit pas. Il tendait le dos en homme résigné à tout recevoir. Précisément alors, le maître d'équipage revint de sa visite. « Voilà, dit-il au second, tout ce que j'ai trouvé dans le sac de ce paysan-là. Un portefeuille suspect avec des lettres. »« Donnez, fit Mr. Mathew. Des lettres avec le timbre des États-Unis du Nord. Mr. Halliburtt de Boston. Un abolitionniste, un fédéral. Misérable, tu n'es qu'un traître. Tu t'es fourvoyé à bord pour nous trahir. Sois tranquille, ton affaire est réglée et tu vas tâter des griffes du chat à 9 queues. Maître d'équipage, faites prévenir le capitaine. En attendant, vous autres, veillez sur ce coquin-là. » Crockston, en recevant ces compliments, faisait une grimace de vieux diable, mais il ne desserrait pas les lèvres. On l'avait attaché au cabestan, et il ne pouvait remuer ni pieds ni mains. Quelques minutes après, James Playfair sortit de sa cabine et se dirigea vers le gaillard d'avant. Aussitôt, Mr. Mathew mit le capitaine au courant de l'affaire. « Qu'as-tu à répondre ?» demanda James Playfair en contenant à peine son irritation. « Rien,
répondit Crockston. Et qu'es-tu venu faire à mon bord? Rien. Et qu'attends-tu de moi maintenant? Rien. Et qui es-tu? Un Américain, ainsi que ces lettres semblent le prouver. Crockston ne répondit pas. Maître d'équipage, dit James Playfair, 50 coups de martinet à cet homme pour lui délier la langue. Sera-ce assez, Crockston? On verra, répondit sans sourciller l'oncle du novice John Stiggs. Allez, vous autres, fit le maître d'équipage. À cet ordre, 2 vigoureux matelots vinrent dépouiller Crockston de sa vareuse de laine. Il avait déjà saisi le redoutable instrument et le levé sur les épaules du patient quand le novice John Stiggs, pâle et défait, se précipita sur le pont. Capitaine, fit-il. Ah, le neveu, dit James Playfair. Capitaine, reprit le novice en faisant un violent effort sur lui-même. Ce que Crockston n'a pas voulu dire, je le dirai, moi. Je ne cacherai pas ce qu'il veut taire encore. Oui, il est américain, et je le suis aussi. Tous deux, nous sommes ennemis des esclavagistes, mais non pas des traîtres venus à bord pour trahir le Delphin et le livrer aux navires fédéraux. Qu'êtes-vous venu faire alors? Demanda le capitaine d'une voix sévère, et en examinant avec attention le jeune novice. Celui-ci hésita pendant quelques instants avant de répondre. Puis d'une voix assez ferme, il dit: Capitaine, je voudrais vous parler en particulier. Tandis que John Stiggs formulait cette demande, James Playfair ne cessait de le considérer avec soin. La figure jeune et douce du novice, sa voix singulièrement sympathique, la finesse et la blancheur de ses mains, à peine dissimulées sous une couche de bistre, ses grands yeux dont l'animation ne pouvait tempérer la douceur. Tout cet ensemble fit naître une certaine idée dans l'esprit du capitaine. Quand John Stiggs eut fait sa demande, Playfair regarda fixement Crockston qui haussait les épaules. Puis il fixa sur le novice un regard interrogateur que celui-ci ne put soutenir, et il lui dit ce seul mot: Venez. John Stiggs suivit le capitaine dans la dunette, et là, James Playfair, ouvrant la porte de sa cabine, dit au novice, dont les joues étaient pâles d'émotion: Donnez-vous la peine d'entrer, miss. John, ainsi interpellé, se prit à rougir, et 2 larmes coulèrent involontairement de ses yeux. Rassurez-vous, miss, dit James Playfair d'une voix plus douce, et veuillez m'apprendre à quelles circonstances je dois l'honneur de vous avoir à mon bord. La jeune fille hésita un instant à répondre, puis, rassurée par le regard du capitaine, elle se décida à parler. Monsieur, dit-elle, je vais rejoindre mon père à Charleston. La ville est investie par terre, bloquée par mer. Je ne savais donc comment y pénétrer. Lorsque j'appris que le Delphin se proposait d'en forcer le blocus, j'ai donc pris passage à votre bord, monsieur, et je vous prie de m'excuser si j'ai agi sans votre consentement. Vous me l'auriez refusé. Certes, dit James Playfair. J'ai donc bien fait de ne pas vous le demander, répondit la jeune fille d'une voix plus ferme. Le capitaine se croisa les bras, fit un tour dans sa cabine, puis il revint. Quel est votre nom? Lui demanda-t-il. Jenny Halliburtt. Votre père, si je m'en rapporte à l'adresse des lettres saisies entre les mains de Crockston, n'est-il pas de Boston? Oui, monsieur. Et un homme du Nord se trouve ainsi dans une ville du Sud, au plus fort de la guerre des États-Unis. Mon père est prisonnier, monsieur. Il se trouvait à Charleston quand furent tirés les premiers coups de fusil de la guerre civile, et lorsque les troupes de l'Union se virent chassées du fort Sumter par les Confédérés. Les opinions de mon père le désignaient à la haine du parti esclavagiste, et au mépris de tous les droits, il fut emprisonné par les ordres du général Beauregard. J'étais alors en Angleterre auprès d'une parente qui vient de mourir, et seul, sans autre appui que Crockston, le plus fidèle serviteur de ma famille. J'ai voulu rejoindre mon père et partager sa prison. Et qu'était donc Mr. Halliburtt? Demanda James Playfair. Un loyal et brave journaliste, répondit Jenny avec fierté, l'un des plus dignes rédacteurs de la Tribune, et celui qui a le plus intrépidement défendu la cause des Noirs. Un abolitionniste, s'écria violemment le capitaine. Un de ces hommes qui, sous le vain prétexte d'abolir l'esclavage, ont couvert leur pays de sang et de ruines. Monsieur, répondit Jenny Halliburtt en pâlissant, vous insultez mon père. Vous ne devez pas oublier que je suis seul ici à le défendre. Une vive rougeur monta au front du jeune capitaine.
Une colère mêlée de honte s'empara de lui. Peut-être allait-il répondre sans ménagement à la jeune fille, mais il parvint à se contenir et ouvrit la porte de sa cabine. Maître, cria-t-il. Le maître d'équipage accourut aussitôt. Cette cabine sera désormais celle de Miss Jenny Halliburtt, dit-il. Qu'on me prépare un cadre au fond de la dunette. Il ne m'en faut pas davantage. Le maître d'équipage regardait d'un œil stupéfait ce jeune novice qualifié d'un nom féminin. Mais, sur un signe de James Playfair, il sortit. Et maintenant, miss, vous êtes chez vous, dit le jeune capitaine du Delphin. Puis il se retira. Fin du chapitre 3 de Les Forceurs de Blocus par Jules Verne. Enregistré par Zécou à tourner en Belgique durant octobre 2014. Chapitre 4 de Les Forceurs de Blocus. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à tourner en Belgique durant octobre 2014. Les Forceurs de Blocus de Jules Verne. Chapitre 4 Les malices de Crockston. Tout l'équipage connut bientôt l'histoire de Miss Halliburtt. Crockston ne se gêna pas pour la raconter. Sur l'ordre du capitaine, il avait été détaché du cabestan, et le chat à 9 queues était rentré dans son gîte. Un joli animal, dit Crockston, surtout quand il fait patte de velours. Aussitôt libre, il descendit dans le poste des matelots, prit une petite valise et la porta à Miss Jenny. La jeune fille put reprendre alors ses habits de femme, mais elle resta confinée dans sa cabine, et elle ne reparut pas sur le pont. Quant à Crockston, il fut bien et dûment établi qu'il n'était pas plus marin qu'un horse guard, et on dut l'exempter de tout service à bord. Cependant, le Delphin filait rapidement à travers l'Atlantique, dont il tordait les flots sous sa double hélice, et toute la manœuvre consistait à veiller attentivement. Le lendemain de la scène qui trahit l'incognito de Miss Jenny, James Playfair se promenait d'un pas rapide sur le pont de la dunette. Il n'avait fait aucune tentative pour revoir la jeune fille et reprendre avec elle la conversation de la veille. Pendant sa promenade, Crockston se croisait fréquemment avec lui et l'examinait en dessous avec une bonne grimace de satisfaction. Il était évidemment désireux de causer avec le capitaine, et il mettait à le regarder une insistance qui finit par impatienter celui-ci. « Ah ça, qu'est-ce que tu me veux encore ?» dit James Playfair en interpellant l'Américain. « Tu tournes autour de moi comme un nageur autour d'une bouée. Est-ce que cela ne va pas bientôt finir ?» « Excusez-moi, capitaine, » répliqua Crockston en clignant de l'œil. « C'est que j'ai quelque chose à vous dire. »« Parleras-tu ?»« Oh, c'est bien simple. Je veux tout bonnement vous dire que vous êtes un brave homme au fond. »« Pourquoi au fond ?»« Au fond et à la surface aussi. »« Je n'ai pas besoin de tes compliments. »« Ce ne sont pas des compliments. J'attendrai pour vous en faire que vous soyez allé jusqu'au bout. »« Jusqu'à quel bout ?»« Au bout de votre tâche. »« Ah, j'ai une tâche à remplir ?»« Évidemment. Vous nous avez reçus à votre bord, la jeune fille et moi. Bien. Vous avez donné votre cabine à Miss Halliburtt. Bon. Vous m'avez fait grâce du martinet. On ne peut mieux. Vous allez nous conduire tout droit à Charleston. C'est à ravir. Mais ce n'est pas tout. »« Comment ce n'est pas tout ?» s'écria James Playfair, stupéfait des prétentions de Crockston. « Non, certes, » répondit ce dernier en prenant un air narquois. « Le père est prisonnier là-bas. »« Eh bien, il faudra délivrer le père. »« Délivrer le père de Miss Halliburtt ? » ?»« Sans doute. Un digne homme, un courageux citoyen. Il vaut la peine que l'on risque quelque chose pour lui. »« Maître Crockston, » dit James Playfair en fronçant les sourcils, « tu m'as l'air d'un plaisant de première force. Mais retiens bien ceci, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. »« Vous vous méprenez, capitaine, » répliqua l'Américain. « Je ne plaisante en aucune façon. Je vous parle très sérieusement. Ce que je vous propose vous paraît absurde tout d'abord. Mais quand vous aurez réfléchi, vous verrez que vous ne pouvez faire autrement. »« Comment ?
il faudra que je délivre Mr. Halliburtt. Sans doute. Vous demanderez sa mise en liberté au général Beauregard, qui ne vous la refusera pas. Et s'il me la refuse? Alors, répondit Crockston sans plus s'émouvoir, nous emploierons les grands moyens, et nous enlèverons le prisonnier à la barbe des Confédérés. Ainsi, s'écria James Playfair, que la colère commençait à gagner. Ainsi, non content de passer au travers des flottes fédérales et de forcer le blocus de Charleston, il faudra que je reprenne la mer sous le canon des forts, et cela pour délivrer un monsieur que je ne connais pas, un de ces abolitionnistes que je déteste, un de ces gâcheurs de papier qui versent leur encre au lieu de verser leur sang. Oh, un coup de canon de plus ou de moins, ajouta Crockston. Maître Crockston, dit James Playfair, fais bien attention. Si tu as le malheur de me reparler de cette affaire, je t'envoie à fond de cale pendant toute la traversée pour t'apprendre à veiller sur ta langue. Cela dit, le capitaine congédia l'Américain qui s'en alla en murmurant. Eh bien, je ne suis pas mécontent de cette conversation. L'affaire est lancée. Cela va, cela va. Lorsque James Playfair avait dit « Un abolitionniste que je déteste », il était évidemment allé au-delà de sa pensée. Ce n'était point un partisan de l'esclavage, mais il ne voulait pas admettre que la question de la servitude fût prédominante dans la guerre civile des États-Unis. Et cela malgré les déclarations formelles du président Lincoln. Prétendait-il donc que les États du Sud, 8/36, avaient en principe le droit de se séparer, puisqu'ils s'étaient réunis volontairement? Pas même. Il détestait les hommes du Nord, et voilà tout. Il les détestait comme d'anciens frères séparés de la famille commune, de vrais Anglais qui avaient jugé bon de faire ce que lui, James Playfair, approuvait maintenant chez les États confédérés. Voilà quelles étaient les opinions politiques du capitaine du Delphin. Mais surtout la guerre d'Amérique le gênait personnellement, et il en voulait à ceux qui faisaient cette guerre. On comprend donc comment il dut recevoir cette proposition de délivrer un esclavagiste et de se mettre à dos les confédérés avec lesquels il prétendait trafiquer. Cependant, les insinuations de Crockston ne laissaient pas de le tracasser. Il les rejetait au loin, mais elles revenaient sans cesse assiéger son esprit. Et quand, le lendemain, Miss Jenny monta un instant sur le pont, il n'osa pas la regarder en face. Et c'était grand dommage, assurément, car cette jeune fille à la tête blonde, au regard intelligent et doux, méritait d'être regardée par un jeune homme de 30 ans. Mais James se sentait embarrassé en sa présence. Il sentait que cette charmante créature possédait une âme forte et généreuse, dont l'éducation s'était faite à l'école du malheur. Il comprenait que son silence envers elle renfermait un refus d'acquiescer à ses vœux les plus chers. D'ailleurs, Miss Jenny ne recherchait pas James Playfair, mais elle ne l'évitait pas non plus, et pendant les premiers jours on se parla peu ou point. Miss Halliburtt sortait à peine de sa cabine, et certainement elle n'eût jamais adressé la parole au capitaine du Delphin, sans un stratagème de Crockston qui mit les deux parties aux prises. Le digne Américain était un fidèle serviteur de la famille Halliburtt. Il avait été élevé dans la maison de son maître, et son dévouement ne connaissait pas de limite. Son bon sens égalait son courage et sa vigueur. Ainsi qu'on l'a vu, il avait une manière à lui d'envisager les choses. Il se faisait une philosophie particulière sur les événements. Il donnait peu de prise au découragement, et dans les plus fâcheuses conjonctures, il savait merveilleusement se tirer d'affaire. Ce brave homme avait mis dans sa tête de délivrer Mr. Halliburtt, d'employer à le sauver le navire du capitaine et le capitaine lui-même, et de revenir en Angleterre. Tel était son projet, si la jeune fille n'avait d'autre but que de rejoindre son père et de partager sa captivité. Aussi Crockston cherchait-il à entreprendre James Playfair. Il avait lâché sa bordée, comme on l'a vu, mais l'ennemi ne s'était pas rendu, au contraire. « Allons, se dit-il, il faut absolument que Miss Jenny et le capitaine en viennent à s'entendre. S'ils boudent ainsi pendant toute la traversée, nous n'arriverons à rien. Il faut qu'ils parlent, qu'ils discutent, qu'ils se disputent même, mais qu'ils causent, et je veux être pendu si, dans la conversation,
James Playfair n'en arrive pas à proposer lui-même ce qu'il refuse aujourd'hui. Mais quand Crockston vit que la jeune fille et le jeune homme s'évitaient, il commença à être embarrassé. Faut brusquer, se dit-il. Et le matin du 4e jour, il entra dans la cabine de Miss Halliburtt en se frottant les mains avec un air de satisfaction parfaite. Bonne nouvelle, s'écria-t-il. Bonne nouvelle. Vous ne devineriez jamais ce que m'a proposé le capitaine. Un bien digne jeune homme, allez. Ah, répondit Jenny, dont le cœur battit violemment. Il t'a proposé de délivrer Mr. Halliburtt, de l'enlever aux Confédérés et de le ramener en Angleterre. Est-il vrai? S'écria Jenny. C'est comme je vous le dis, miss. Quel homme de cœur que ce James Playfair. Voilà comme sont les Anglais. Tout mauvais ou tout bon. Oh, il peut compter sur ma reconnaissance, celui-là. Et je suis prêt à me faire hacher pour lui, si cela peut lui être agréable. La joie de Jenny fut profonde en entendant les paroles de Crockston. Délivrer son père. Mais elle n'eût jamais osé concevoir un tel projet, et le capitaine du Delphin allait risquer pour elle son navire et son équipage. Voilà comme il est, ajouta Crockston en finissant. Et cela, Miss Jenny, mérite bien un remerciement de votre part. Mieux qu'un remerciement, s'écria la jeune fille. Une éternelle amitié. Et aussitôt elle quitta sa cabine pour aller exprimer à James Playfair les sentiments qui débordaient de son cœur. Ça marche de plus en plus, murmura l'Américain. Ça court même, ça arrivera. James Playfair se promenait sur la dunette, et comme on le pense bien, il fut fort surpris, pour ne pas dire stupéfait, de voir la jeune fille s'approcher de lui, et les yeux humides des larmes de la reconnaissance, lui tendre la main en disant « Merci, monsieur, merci de votre dévouement, que je n'aurais jamais osé attendre d'un étranger. »« Miss, » répondit le capitaine en homme qui ne comprenait pas et ne pouvait pas comprendre. « Je ne sais. Cependant, monsieur, » reprit Jenny, « vous allez braver bien des dangers pour moi, peut-être compromettre vos intérêts. Vous avez tant fait déjà en m'accordant à votre bord une hospitalité à laquelle je n'avais aucun droit. »« Pardonnez-moi, Miss Jenny, » répondit James Playfair, « mais je vous affirme que je ne comprends pas vos paroles. Je me suis conduit envers vous comme fait tout homme bien élevé envers une femme, et mes façons d'agir ne méritent ni tant de reconnaissance, ni tant de remerciements. »« Monsieur Playfair, » dit Jenny, « il est inutile de feindre plus longtemps. Crockston m'a tout appris. »« Ah ?» fit le capitaine. « Crockston vous a tout appris. Alors je comprends de moins en moins le motif qui vous a fait quitter votre cabine et venir me faire entendre des paroles dont... » En parlant ainsi, le jeune capitaine était assez embarrassé de sa personne. Il se rappelait la façon brutale avec laquelle il avait accueilli les ouvertures de l'Américain. Mais Jenny ne lui laissa pas le temps de s'expliquer davantage, fort heureusement pour lui, et elle l'interrompit en disant « Monsieur James, je n'avais d'autre projet en prenant passage à votre bord que d'aller à Charleston, et là, si cruels que soient les esclavagistes, il n'aurait pas refusé à une pauvre fille de lui laisser partager la prison de son père. Voilà tout, et je n'aurais jamais espéré un retour impossible. Mais puisque votre générosité va jusqu'à vouloir délivrer mon père prisonnier, puisque vous voulez tout tenter pour le sauver, soyez assuré de ma vive reconnaissance, et laissez-moi vous donner la main. » James ne savait que dire ni quelle contenance garder. Il se mordait les lèvres. Il n'osait prendre cette main que lui tendait la jeune fille. Il voyait bien que Crockston l'avait compromis afin qu'il ne lui fût pas possible de reculer. Et cependant, il n'entrait pas dans ses idées de concourir à la délivrance de Mr. Halliburtt et de se mettre une mauvaise affaire sur le dos. Mais comment trahir les espérances conçues par cette jeune fille? Comment refuser cette main qu'elle lui tendait avec un sentiment si profond d'amitié? Comment changer en larmes de douleur les larmes de reconnaissance qui s'échappaient de ses yeux? Aussi le jeune homme chercha-t-il à répondre évasivement, de manière à conserver sa liberté d'action et à ne pas s'engager pour l'avenir. « Miss Jenny, » dit-il, « croyez bien que je ferai tout au monde pour... » Et il prit dans ses mains la petite main de Jenny. Mais à la douce pression qu'il éprouva, il sentit son cœur se fondre, sa tête se troubler. Les mots lui manquèrent pour exprimer ses pensées. Il balbutia quelques paroles vagues. « Miss Jenny, pour vous ?» Crockston,
qu'il examinait, se frottait les mains en grimaçant et répétait: Ça arrive, c'est arrivé. Comment James Playfair se serait-il tiré de cette embarrassante situation? Nul n'aurait pu le dire. Mais heureusement pour lui, sinon pour le Delphin, la voix du matelot de vigie se fit entendre. Ohé, officier de quart! Cria-t-il. Quoi de nouveau? Répondit Mr. Mathew. Une voile au vent! James Playfair, quittant aussitôt la jeune fille, s'élança dans les haubans d'Artimon. Fin du chapitre 4 de Les Forceurs de Blocus par Jules Verne. Enregistré par Zécou a tourné en Belgique durant octobre 2014. Chapitre 5 de Les Forceurs de Blocus. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou a tourné en Belgique durant octobre 2014. Les Forceurs de Blocus de Jules Verne. Chapitre 5 Les boulets de l'Iroquois et les arguments de Miss Jenny. La navigation du Delphin s'était accomplie jusqu'alors avec beaucoup de bonheur et dans de remarquables conditions de rapidité. Pas un seul navire ne s'était montré en vue avant cette voile signalée par la vigie. Le Delphin se trouvait alors par 32° 15' de latitude et 57° 43' de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich, c'est-à-dire aux 3/5 de son parcours. Depuis 48 heures, un brouillard qui commençait alors à se lever couvrait les eaux de l'océan. Si cette brume favorisait le Delphin en cachant sa marche, elle l'empêchait aussi d'observer la mer sur une grande étendue, et sans s'en douter, il pouvait naviguer bord à bord, pour ainsi dire, avec les navires qu'il voulait éviter. Or, c'est ce qui était arrivé, et quand le navire fut signalé, il ne se trouvait pas à plus de 3 milles au vent. Lorsque James Playfair eut atteint les barres, il aperçut visiblement dans l'éclaircie une grande corvette fédérale qui marchait à toute vapeur. Elle se dirigeait sur le Delphin, de manière à lui couper la route. Le capitaine, après l'avoir soigneusement examiné, redescendit sur le pont et fit venir son second. « Monsieur Mathew, lui dit-il, que pensez-vous de ce navire ? » « Je pense, capitaine, que c'est un navire de la marine fédérale qui suspecte nos intentions. » « En effet, il n'y a pas de doute possible sur sa nationalité, » répondit James Playfair. « Voyez. » En ce moment, le pavillon étoilé des États-Unis du Nord montait à la corne de la corvette, et celle-ci assurait ses couleurs d'un coup de canon. « Une invite à montrer les nôtres, » dit Mr. Mathew. « Eh bien, montrons-les, il n'y a pas à en rougir. » « À quoi bon ?» répondit James Playfair. « Notre pavillon ne nous couvrirait guère, et il n'empêcherait pas ces gens-là de vouloir nous rendre visite. Non, allons de l'avant. »« Et marchons vite, » reprit Mr. Mathew. « car si mes yeux ne me trompent pas, j'ai déjà vu cette corvette quelque part aux environs de Liverpool, où elle venait surveiller les bâtiments en construction. Que je perde mon nom si on ne lit pas l'Iroquois sur le tableau de son taffrail. » « Et c'est une bonne marcheuse ? » ?»« L'une des meilleures de la marine fédérale. »« Quels canons porte-t-elle ? » ?»« 8 canons. »« Peuh !»« Oh, ne haussez pas les épaules, capitaine, » répliqua Mr. Mathew d'un ton sérieux. « De ces 8 canons, il y en a 2 à pivot, l'un de 60 sur le gaillard d'arrière, l'autre de 100 sur le pont, et rayés tous les deux. »« Diable !» fit James Playfair. « Ce sont des Parrots, et cela porte à 3000 ces canons-là. »« Oui, et même mieux, capitaine. »« Eh bien, monsieur Mathew, que les canons soient de 100 ou de 4, qu'ils portent à 3000 ou à 500 yards, c'est tout un, quand on file assez vite pour éviter leurs boulets. Nous allons donc montrer à cet Iroquois comment on marche quand on est fait pour marcher. Faites activer les feux, monsieur Mathew. » Le second transmit à l'ingénieur les ordres du capitaine.
et bientôt une fumée noire tourbillonna au-dessus des cheminées du steamer. Ces symptômes ne parurent pas être du goût de la corvette, car elle fit au Delphin le signal de mettre en panne. Mais James Playfair ne tint aucun compte de l'avertissement et ne changea pas la direction de son navire. Et maintenant, dit-il, nous allons voir ce que fera l'Iroquois. Il a une belle occasion d'essayer son canon de sang et de savoir jusqu'où il porte. Que l'on marche à toute vapeur. Bon, fit Mr. Mathew, nous ne tarderons pas à être salués d'une belle manière. En revenant sur la dunette, le capitaine vit Miss Halliburtt assise tranquillement près de la lisse. Miss Jenny, lui dit-il, nous allons probablement être chassés par cette corvette que vous voyez au vent, et comme elle va nous parler à coups de canon, je vous offre mon bras pour vous reconduire à votre cabine. Je vous remercie bien, monsieur Playfair, répondit la jeune fille en regardant le jeune homme. Mais je n'ai pas peur d'un coup de canon. Cependant, miss, malgré la distance, il peut y avoir quelque danger. Oh, je n'ai pas été élevée en fille craintive. On nous habitue à tout en Amérique. Et je vous assure que les boulets de l'Iroquois ne me feront pas baisser la tête. Vous êtes brave, miss Jenny. Admettons que je sois brave, monsieur Playfair, et permettez-moi de rester auprès de vous. Je n'ai rien à vous refuser, miss Halliburtt, répondit le capitaine en considérant la tranquille assurance de la jeune fille. Ces mots étaient à peine achevés que l'on vit une vapeur blanche jaillir hors des bastingages de la corvette fédérale. Avant que le bruit de la détonation fût arrivé jusqu'au Delphin, un projectile cylindro-conique, tournant sur lui-même avec une effroyable rapidité et se vissant dans l'air, pour ainsi dire, se dirigea vers le steamer. Il était facile de le suivre dans sa marche, qui s'opérait avec une certaine lenteur relative, car les projectiles s'échappent moins vite de la bouche des canons rayés que de tout autre canon à âme lisse. Arrivé à 20 brasses du Delphin, le projectile, dont la trajectoire s'abaissait sensiblement, effleura les lames, en marquant son passage par une suite de jets d'eau. Puis il prit un nouvel élan en touchant la surface liquide. Il rebondit à une certaine hauteur, passa par-dessus le Delphin en coupant le bras tribord de la vergue de misaine, retomba à 30 brasses au-delà et s'enfonça dans les flots. Diable! Fit James Playfair. Gagnons, gagnons! Le second boulet ne se fera pas attendre. Oh! Fit Mr. Mathew. Il faut un certain temps pour recharger de telles pièces. Ma foi, voilà qui est fort intéressant à voir, dit Crockston, qui, les bras croisés, regardait la scène en spectateur parfaitement désintéressé. Et dire que ce sont nos amis qui nous envoient des boulets pareils. Ah, c'est toi! S'écria James Playfair en toisant l'Américain des pieds à la tête. C'est moi, capitaine, répondit imperturbablement l'Américain. Je viens voir comment tirent ces braves fédéraux. Pas mal, en vérité, pas mal. Le capitaine allait répondre assez vertement à Crockston, mais en ce moment un second projectile vint frapper la mer par le travers de la hanche de tribord. Bien, s'écria James Playfair, nous avons déjà gagné 2 encablures sur cet Iroquois. Il marche comme une bouée, tes amis, entends-tu, maître Crockston? Je ne dis pas non, répliqua l'Américain. Et pour la première fois de ma vie, cela ne laisse pas de me faire plaisir. Un troisième boulet resta fort en arrière des 2 premiers, et en moins de 10 minutes, le Delphin s'était mis hors de la portée des canons de la corvette. Voilà qui vaut tous les patent-logs du monde, monsieur Mathew, dit James Playfair, et grâce à ces boulets, nous savons à quoi nous en tenir sur notre vitesse. Maintenant, faites pousser les feux à l'arrière. Ce n'est pas la peine de brûler inutilement notre combustible. C'est un bon navire que vous commandez là, dit alors Miss Halliburtt au jeune capitaine. Oui, Miss Jenny, il file ses 17 nœuds, mon brave Delphin, et avant la fin de la journée, nous aurons perdu de vue cette corvette fédérale. James Playfair n'exagérait pas les qualités nautiques de son bâtiment, et le soleil ne s'était pas encore couché que le sommet des mâts du navire américain avait disparu derrière l'horizon. Cet incident permit au capitaine d'apprécier sous un jour tout nouveau le caractère de Miss Halliburtt. D'ailleurs, la glace était rompue. Désormais, pendant le reste de la traversée,
Les entretiens furent fréquents et prolongés entre le capitaine du Delphin et sa passagère. Il trouva en elle une jeune fille calme, forte, réfléchie, intelligente, parlant avec une grande franchise à l'américaine, ayant des idées arrêtées sur toutes choses et les émettant avec une conviction qui pénétrait le cœur de James Playfair, et cela à son insu. Elle aimait son pays, elle se passionnait pour la grande idée de l'Union, et elle s'exprimait sur la guerre des États-Unis avec un enthousiasme dont toute autre femme n'eût pas été capable. Aussi arriva-t-il plus d'une fois que James Playfair fut fort embarrassé de lui répondre. Souvent même les opinions du négociant se trouvaient en jeu, et Jenny les attaquait avec non moins de vigueur et ne voulait transiger en aucune façon. D'abord, James discuta beaucoup. Il essaya de soutenir les confédérés contre les fédéraux, de prouver que le droit était du côté des sécessionnistes et d'affirmer que des gens qui s'étaient réunis volontairement pouvaient se séparer d'eux-mêmes. Mais la jeune fille ne voulut pas céder sur ce point. Elle démontra, d'ailleurs, que la question de l'esclavage primait toutes les autres dans cette lutte des Américains du Nord contre ceux du Sud, qu'il s'agissait beaucoup plus de morale et d'humanité que de politique, et James fut battu sans pouvoir répliquer. D'ailleurs, pendant ces discussions, il écoutait surtout. S'il fut plus touché des arguments de Miss Halliburtt que du charme qu'il éprouvait à l'entendre, c'est ce qu'il est presque impossible de dire. Mais enfin, il dut reconnaître, entre autres choses, que la question de l'esclavage était une question principale dans la guerre des États-Unis, qu'il fallait la trancher définitivement et en finir avec ces dernières horreurs des temps barbares. Du reste, on l'a dit, les opinions politiques du capitaine ne le préoccupaient pas beaucoup. Il en eût sacrifié de plus sérieuses à des arguments présentés sous une forme aussi attachante et dans des conditions semblables. Il faisait donc bon marché de ses idées en pareille matière. Mais ce ne fut pas tout. Et le négociant fut enfin attaqué directement dans ses intérêts les plus chers. Ce fut sur la question du trafic auquel était destiné le Delphin, et à propos des munitions qu'il portait aux Confédérés. Oui, monsieur James, lui dit un jour Miss Halliburtt, la reconnaissance ne saurait m'empêcher de vous parler avec la plus entière franchise. Au contraire, vous êtes un brave marin, un habile commerçant. La maison Playfair est citée pour son honorabilité. Mais en ce moment, elle manque à ses principes, et elle ne fait pas un métier digne d'elle. Comment? S'écria James. La maison Playfair n'a pas le droit de tenter une pareille opération de commerce? Non. Elle porte des munitions de guerre à des malheureux en pleine révolte contre le gouvernement régulier de leur pays, et c'est prêter des armes à une mauvaise cause. Ma foi, Miss Jenny, répondit le capitaine, je ne discuterai pas avec vous le droit des confédérés. Je ne vous répondrai que par un mot. Je suis négociant, et comme tel, je ne me préoccupe que des intérêts de ma maison. Je cherche le gain partout où il se présente. Voilà précisément ce qui est blâmable, monsieur Playfair, reprit la jeune fille. Le gain n'excuse pas. Ainsi, quand vous vendez aux Chinois l'opium qui les abrutit, vous êtes aussi coupable qu'en ce moment où vous fournissez aux gens du Sud les moyens de continuer une guerre criminelle. Oh, pour cette fois, Miss Jenny, ceci est trop fort, et je ne puis admettre. Non, ce que je dis est juste, et quand vous descendrez en vous-même, lorsque vous comprendrez bien le rôle que vous jouez, lorsque vous songerez aux résultats dont vous êtes parfaitement responsable aux yeux de tous, vous me donnerez raison sur ce point comme sur tant d'autres. À ces paroles, James Playfair restait abasourdi. Il quittait alors la jeune fille en proie à une colère véritable, car il sentait son impuissance à répondre. Puis il boudait comme un enfant pendant une demi-heure, une heure au plus. Et il revenait à cette singulière jeune fille, qui l'accablait de ses plus sûrs arguments avec un si aimable sourire. Bref, quoi qu'il en eût, et bien qu'il ne voulût pas en convenir,
Le capitaine James Playfair ne s'appartenait plus. Il n'était plus maître après Dieu à bord de son navire. Aussi, à la grande joie de Crockston, les affaires de Mr. Halliburtt semblaient être en bon chemin. Le capitaine paraissait décidé à tout entreprendre pour délivrer le père de Miss Jenny. Dut-il, pour cela, compromettre le Delphin, sa cargaison, son équipage, et encourir les malédictions de son digne oncle Vincent. Fin du chapitre 5 de Les Forceurs de Blocus par Jules Verne. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant octobre 2014.